L'objet de notre association, c'est de lutter contre la France-Afrique, de demander une réforme de la politique française en Afrique. Et pour ce faire, on fait un travail de veille et de suivi de l'actualité et un travail d'analyse des relations franco-africaines depuis au moins 50 ans, depuis les indépendances. Du coup, sur le Mali, au niveau de survie, il y a eu un travail important fait autour de 2004-2005 sur la question de l'or. Et après, si on revient sur l'actualité récente, en fait, il y a des gens qui suivaient la situation au Mali de par un intérêt personnel, de par des liens là-bas, etc. Et donc, depuis fin 2011, on a commencé à être assez alertés sur la situation. Donc, suite à la guerre en Libye et à la déstabilisation qu'on pouvait prévoir, en fait, enfin, que tout le monde avait prévu d'ailleurs, sauf apparemment le président français de l'époque. Et du coup, il y a eu un travail collectif de suivi de l'actualité, de recoupement d'informations. Donc nous, on travaille principalement à partir de sources ouvertes, travaux de chercheurs aussi. Et on a aussi des liens avec des militants maliens ou des militants africains plus largement, en fait, qui vont aussi nous donner leur point de vue, leur regard politique. Donc sur le Mali, il y a eu la constitution d'un groupe de travail à partir de l'été dernier, et ce qui a donné lieu en fait en janvier à la sortie d'un premier dossier d'information. Donc on a sorti au moment où la guerre au Mali a été déclarée. Donc l'idée c'était d'expliquer pourquoi nous on trouvait ça très très problématique que la France en fait décide d'une intervention au Mali. Nous on a toujours considéré que la France n'était pas légitime pour faire ça. Et qu'elle ne pouvait pas s'en donner la légitimité, même si elle essayait d'avoir un vernis légal, etc. Donc on a fait ce dossier d'information et ensuite on s'est dit que c'était important de continuer à contribuer au débat en faisant une analyse de l'intervention militaire, de ce qui se passait un peu au jour le jour. Et du coup on a sorti un ouvrage collectif donc qui a été édité en mai mais qui sort en librairie en août et du coup qui vise à décrypter les dessous de l'intervention française au Mali. On voit que le Mali, comme la plupart des anciennes colonies françaises, est un pays sous domination. Donc sous domination de la communauté internationale assez largement et des institutions financières internationales. Donc c'est très flagrant dans le cas du Mali, avec les politiques du FMI et de la Banque mondiale qui ont été très fortes et très dévastatrices dans les années 80-90. Et après, si on prend sur un temps récent, en fait, ce qui s'est passé au Mali, alors même si on voit que pendant la période d'ATT, quand même, il y a eu finalement, la France et le Mali, les relations sont plutôt distendues, notamment les dernières années, parce qu'il y avait quand même une critique de la politique d'Amanou Mani Touré, donc le président malien. Critique parce qu'en fait, il n'acceptait pas la politique française en matière d'immigration, qui est un gros enjeu pour le Mali. Critique aussi par rapport à la politique menée par ATT au Nord Mali et par rapport notamment aux islamistes d'Al-Qaïda, etc. Donc quand même, il y avait beaucoup de tensions autour de ça qui a fait que les relations se sont distendues. Après, ce qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où ça a vraiment commencé à chauffer au nord du Mali, la France est revenue, elle a été hyper présente. Donc ça a été le cas sous Sarkozy puis sous Hollande. Sous Sarkozy, par exemple, on peut citer un voyage de Juppé qu'il a fait, je pense, fin janvier 2012, où tout de suite, en gros, il a essayé de donner les directives, quoi. Qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Donc il y avait le MNLA qui avait déjà commencé à avoir une offensive militaire, et lui dit il faut tout de suite négocier, etc. Donc c'est quand même des choses très choquantes, aucun respect de la souveraineté du pays, une ingérence totale. Et ensuite, sous Hollande, il y a eu exactement la même chose qui a été menée, de façon, on peut dire, assez fine en fait, parce que la France, la diplomatie française a essayé en fait à instiller, on va dire, les solutions auprès du gouvernement intérimaire malien, de façon à ce que ce soit les Maliens qui demandent eux-mêmes une intervention, puis qui demandent à l'ONU de l'aide, puis in fine qui demandent début janvier à ce que la France
viennent les aider puisqu'ils étaient inquiets du fait qu'il y avait des colonnes djihadistes qui descendaient vers le sud. Donc on voit là qu'en fait le poids diplomatique de la France, le poids qu'elle a, qu'ont nos institutions, est extrêmement fort en fait, puisqu'ils arrivent à faire passer leur politique à travers la bouche des Maliens en fait. Les Maliens finalement parlent pour les Français, et d'ailleurs les Maliens militants et critiques de cette politique le disent comme ça aussi, quoi. On fait dire aux Maliens ce qu'on veut, voilà, même si on sait que ça ne sert pas les Maliens. En fait, avant janvier, il était entouré de bases militaires françaises au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Tchad. Donc là, ça fait en tout des gros effectifs. Là, on est à plus de 2000 hommes, je pense, entre les 3 pays. Et ensuite, il y avait la présence de militaires français, notamment des forces spéciales, qui étaient présents en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger. Et certainement, il y a des informations qu'on n'a pas, en fait. Donc certainement, il y a une présence qui existe aussi ailleurs et qu'on connaît assez mal. Donc ce qui est clair, c'est qu'en fait, le Mali, il était juste entouré de pays qui abritaient des forces françaises qui sont présentes depuis très longtemps, en fait. Donc il y a une grosse expérience de l'intervention. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est surtout la présence française au Tchad qui a permis la réussite de cette intervention. Et ça, c'est particulièrement scandaleux, puisque d'une part, cette base militaire, elle est censée être non permanente, mais elle est implantée depuis 28 ans, quelque chose comme ça. Et par ailleurs, qu'elle est implantée dans un pays, dans une dictature, en fait, pour soutenir la dictature en place. Donc nous, c'est quelque chose contre lequel on milite depuis très longtemps à Survie, de dire il faut que les militaires français sortent d'Afrique, il faut que les bases françaises ferment en Afrique, justement pour que ces pays soient à même de se prendre en charge et d'être souverains. Il n'y a pas de souveraineté dans un pays si il y a une présence militaire étrangère sur place. L'uranium au Mali et l'uranium au Niger, en fait, surtout. C'est clair que dans les enjeux qu'a la France dans la zone, il y a cette question de l'uranium, en fait. Donc le Niger, c'est deux énormes mines, et bientôt 3, en fait, qui sont exploitées depuis plus de 40 ans et qui ont permis à Areva, donc le leader mondial du nucléaire, de devenir ce leader mondial, en fait, quoi, en pillant les ressources du Niger et en polluant largement. Donc c'est clair qu'au Niger, ces mines d'uranium, qui sont en fait au nord du Niger et qui sont très proches, en fait, de la frontière malienne, de la zone de conflit, de tension, il y a un gros enjeu à préserver la présence française et à sécuriser cette zone-là et l'accès à l'uranium et aussi la sortie de l'uranium vers les ports pour que ce soit amené ensuite en France, au Japon, etc., etc. Ce qu'on sait aussi sur le nord du Mali, c'est qu'en fait c'est le même, comment on peut dire, gisement. Je pense que c'est un même gisement que le gisement qu'il y a au Niger. En fait, c'est la même, on est sur la même montagne, quoi. Et du coup, on sait qu'il y a de l'uranium au Mali qui n'est pas exploité aujourd'hui, mais donc on peut aussi se poser la question des velléités de la France, éventuellement de commencer à exploiter l'uranium au nord du Mali. Donc ça, c'est quelque chose, on verra les développements qu'il y a ensuite. Ce qu'on sait, c'est que actuellement, avant 2012, il y avait une volonté de l'État malien, et qui a été réaffirmée là dans le plan de relance du Mali, d'aller à fond sur l'exploitation des ressources. Donc eux, ils étaient plutôt sur la vente de permis d'exploration, que ce soit pour l'uranium ou pour d'autres matières premières au nord du pays, mais sur tout le pays. Donc là, il y a un enjeu fort d'accès à l'uranium, mais plus largement, en fait, d'accès aux matières premières et aussi du pétrole dans tout le sous-sol saharien, qui est en partie exploité, notamment en Algérie et notamment en Mauritanie. Donc après, même si on sait que ça pose beaucoup de questions, c'est pas si évident d'aller exploiter du pétrole au nord du Mali aujourd'hui. C'est pour ça qu'actuellement, il n'y a pas d'exploitation de pétrole. Mais en tout cas, que ça peut intéresser et la France et pour le coup d'autres pays, d'autres exploitants.
le Mali est le 3e exportateur d'or africain, donc ce serait censé quand même être une ressource substantielle pour le pays. Ce n'est absolument pas le cas. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la production d'or industrielle, en fait, elle est principalement faite par des compagnies, en particulier IAM Gold, donc il y a une compagnie sud-africaine. Il y a d'autres compagnies, notamment australiennes, voilà, il y a plusieurs nationalités. La France n'est pas, enfin, les entreprises françaises ne sont pas impliquées directement en tant qu'exploitants. Ceci dit, en fait, si on y regarde plus en détail ce que Survie a fait, puisque ça nous intéresse, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des filiales de Bouygues, en fait, qui sont partie prenante, notamment de l'exploitation de la mine qu'exploite IAM Gold, en fait. Donc, du coup, là, il y a des choses... on va dire, intéressantes, mais enfin, aussi inquiétantes, parce qu'on sait que ces mines d'or, d'une part, elles bénéficient très peu à la population locale ou même au pays, et d'autre part, les enquêtes qui ont été faites par des personnes de Survie, notamment François-Xavier Verschave à l'époque, ou Camille de Vitry aussi, qui a beaucoup travaillé sur cette question-là, soulignaient qu'il y avait beaucoup de fraude, en fait, qu'il y avait beaucoup d'or qui sortait du Mali sans payer aucune taxe, etc. Donc après, l'or, ça éveille de nombreuses convoitises. Actuellement, il est exploité donc, à l'ouest du pays, dans la région de Caille. On sait qu'il y a, et pareil, il y a de l'exploration d'or qui se fait plutôt dans la zone de Gao. Et je crois même qu'il y a de l'exploitation qui devrait ouvrir. Il y a quelques endroits où il y a des mines qui sont qui sont prévues prochainement, en fait. Après, il y a l'orpaillage traditionnel, qui est encore un autre débat, quoi, qui est très problématique en termes de santé publique. Mais il faut voir aussi que voilà, l'exploitation de l'or, c'est aussi quelque chose qui fait vivre un certain nombre de Maliens, même si voilà, ils n'ont pas autant de bénéfices de leur exploitation que les grosses entreprises. L'opération Serval, elle a clairement été utilisée, en tout cas c'est notre analyse, par les militaires et toute l'industrie de l'armement, en fait, pour promouvoir et l'armée et le matériel de l'armée. Donc effectivement, si on prend la question de l'industrie de l'armement, on voit que c'est même François Hollande qui, au bout de quelques jours, a fait une déclaration sur le fait que l'opération Serval allait aussi être une façon de montrer comment les Rafales étaient des avions super performants qui permettaient de faire la guerre, etc. Donc c'est clair qu'il y a un enjeu là de la France de montrer que les produits français permettent de faire une guerre belle, etc. En plus, comme on ne parle jamais du nombre de morts, ni de tout ce qui est horrible dans une guerre, du coup, on a vraiment l'impression que, waouh, ils ont fait la guerre, il y a eu 4000 hommes envoyés, ça y est, ils ont délivré le Mali, et puis tout ça grâce aux Rafales, grâce à ces hommes super entraînés, etc. Ce que nous, on trouve également inquiétant, c'est le fait que cette opération, elle a été utilisée par l'armée pour se légitimer et pour éviter des coupes trop drastiques, en fait, dans son budget. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le livre de la Défense qui est sorti au mois d'avril, qui devait sortir au mois de janvier, et qui a été reculé en avril, donc 3 mois après le début de l'intervention, finalement, il a énormément mis en valeur la présence française en Afrique, la capacité des forces françaises à intervenir en Afrique grâce à sa préposition en Afrique, etc. Et que ça a permis, ça a été un des éléments qui a permis aux militaires français de garder un budget constant sur les prochaines années. Et ça a permis aussi qu'il y ait une augmentation du budget des forces spéciales. Ce qui est quand même étonnant dans un contexte où on est dans des restrictions budgétaires, ou en tout cas on maintient les budgets stables, et par contre les forces spéciales, qui ont largement contribué à l'opération Serval, là leur budget a été augmenté. Donc ce qui est quand même inquiétant là-dedans, c'est qu'on voit aussi que l'armée sert ses propres intérêts, à aller faire la guerre en Afrique, ça lui sert aussi à relégitimer son importance, etc. Et à la fois de montrer que cette intervention contribue
au rayonnement français à l'international, etc. Il y a un discours comme ça, très pro-guerre et très impérialiste, en fait, qui est réapparu avec enfin, qui est pas réapparu, mais qui a été encore plus affirmé, on peut dire, avec cette intervention. Ce qui est d'autant plus décevant qu'il y avait un changement de gouvernement où on pouvait se dire que peut-être voilà, il y aurait eu une approche un peu moins belliciste, mais c'est plutôt l'inverse. On a essayé de comprendre et moi, enfin, en tout cas pour ma part, je trouve qu'il reste des zones d'ombre, des choses qui sont pas très claires. Ce qui apparaît clairement, enfin ce qui apparaît et ce qu'on retrouve aussi dans un rapport parlementaire qui est paru en mars 2012, donc juste au début du conflit au nord du Mali, c'était de dire qu'à un moment le MNLA avait pu être utilisé par les services français pour être un allié contre AQMI. Donc se dire on va utiliser entre guillemets les gentils Touaregs contre les méchants islamistes de la zone. Après, ce que apparemment n'ont pas vu les Français, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça, vu que ces groupes-là sont des groupes qui vont avoir un affichage politique, soit sur l'islam radical, soit sur la demande d'autonomie ou d'indépendance du nord du Mali. Mais en fait, ce qui se passe aussi, c'est que c'est des groupes qui sont impliqués dans des trafics au nord du pays, qui sont sur des luttes de territoire importantes, voilà, où il y a des trafics d'êtres humains, il y a des trafics de cigarettes, de drogue, des prises d'otages, etc., où c'est pas que AQMI qui est mêlé, parce que souvent il y a des intermédiaires qui sont plutôt de groupes Touareg, pas forcément du MNLA. Mais donc quand même, il y a un univers là où des groupes s'interpénètrent et ont des conflits entre eux, voilà, qui font que la stratégie française, elle était quand même très dangereuse. Et c'est ce qu'on voit, c'est que finalement, on peut dire que le MNLA, à un moment, a pensé aussi être soutenu par la France. Et ça a été effectivement le cas, où on voit qu'il y a eu, au niveau diplomatique, un gros soutien de la France du MNLA, même de ses revendications, en expliquant que la revendication d'autonomie, elle était à réfléchir, que les Touaregs avaient toujours été opprimés au Mali, etc. Donc un discours très simpliste comme ça, qui légitimait le MNLA comme s'il représentait voilà, le peuple Touareg, voilà, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées. Ce MNLA et ses revendications, la France les a largement soutenues. Le MNLA a fait par exemple sa déclaration d'indépendance de l'Azawad à TV5 Monde, je pense, donc sur une chaîne française. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez interpellantes. Ils ont eu un gros accès aux médias français, ce qui a permis de vulgariser la figure de leurs porte-parole, qui sont des personnes qui s'expriment extrêmement bien, qui ont un discours très séduisant. Et effectivement, si on ne va pas chercher plus loin, on peut se dire, bah oui, les pauvres, ils ont été opprimés, c'est normal qu'ils se révoltent et pourquoi pas qu'ils aient l'indépendance. Donc, nous, on pense que le jeu qu'ont joué les autorités françaises, donc ça c'était au début sous Sarkozy, puis sous François Hollande, a quand même été assez dangereux. Donc moi je pense qu'il y a eu un infléchissement du soutien français au MNLA ensuite sous Hollande, mais par contre, plus récemment, qui est largement revenu, puisqu'on voit qu'au moment de l'intervention militaire, en fait, les Français se sont redits en fait, que le MNLA pourrait les aider à combattre AQMI, et c'est pour ça qu'ils leur ont donné un accès à la ville de Kidal, qui est actuellement aux mains du MNLA, donc qui n'est pas occupée par les autorités maliennes, mais par le MNLA. Et du coup, c'est très très questionnant, puisque la France, on peut dire, empêche en fait aux institutions maliennes, à l'armée malienne, de pénétrer une des 8 capitales de région du pays, quoi. Donc il y a quelque chose de très très interpellant là-dedans, et qui est source de fortes tensions d'ailleurs entre la France et le Mali. C'est un des éléments qui fait que les Français, même s'ils avaient été hyper bien accueillis au début de l'intervention, ils sont largement critiqués aujourd'hui, parce que les Maliens disent mais en fait c'est scandaleux, les Français jouent que pour eux et jouent contre le Mali en protégeant un groupe armé comme le MNLA qui a contribué à déstabiliser tout le pays depuis 1 an et demi. Voilà, donc nous on pense qu'il y a un jeu qui est vraiment pas clair de la France. On n'arrive pas à savoir précisément
qu'est-ce que les autorités françaises veulent? Est-ce qu'ils voudraient vraiment que cette zone soit plus autonome pour pouvoir y rester au niveau militaire et avoir vraiment les mains libres pour tous les agissements qu'ils voudraient? Donc oui, c'est une question qui nous a beaucoup interpellés et on pense que là-dessus, il y a encore beaucoup d'éléments qui vont sortir en fait. Notre inquiétude et notre condamnation en fait, de cette intervention, mais plus largement de l'ingérence française au Mali, que ce soit au niveau militaire, politique, économique, ça vient du fait qu'on voit que ce qui se passe, que malgré les discours, la France ne cherche là surtout que son intérêt et très peu l'intérêt des Maliens. Donc on trouve ça assez effrayant. On le voit très bien, il y a un plan de relance qui a été écrit par le gouvernement actuel, qui est un gouvernement intérimaire. Et ce plan de relance, il va par exemple mettre en avant l'exploration, l'exploitation du sous-sol, l'exploitation minière, alors qu'on sait que ce genre de politique, elle ne sert pas à une population, elle sert à des multinationales. On voit qu'ils parlent des agrocarburants, etc., alors qu'il y a un problème chronique en fait, de malnutrition au Mali et de problèmes des paysans maliens à se nourrir, quoi. Donc c'est vraiment scandaleux, quoi. Et ce qu'il faut souligner aussi, ce qui est aussi scandaleux, c'est le fait que la France est en train de s'installer durablement au Mali, puisqu'il va y avoir une base militaire française qui va rester tant qu'il faudra, je pense que c'est la formule consacrée par nos autorités, et qui est une base militaire qui va agir non pas sous l'égide de l'ONU, mais sous son propre chef. Donc c'est très inquiétant puisqu'on n'est pas du tout en train de se retirer et de laisser aux Maliens et plus largement aux Africains une part de liberté plus grande. On fait l'inverse, on se réimplante notamment militairement dans un pays comme le Mali qui avait refusé jusque-là des bases militaires françaises depuis les indépendances. Donc il y a quelque chose d'assez effrayant en fait là-dedans. Et c'est ça qu'on condamne et qu'on continuera à condamner.